Bruxelles, 19 mars, nous sommes à l'ULB dans l'auditoire Janson où un procès fictif se tient. Il nous faut du courage pour affronter l'hostilité des temps qui viennent et continuer à porter la voix d'un pouvoir constitué. Le tribunal s'installe, l'audience va commencer. La Cour! Sur le banc des accusés, une justice qui peine à fonctionner. Est-ce que vous avez déjà vu l'état de nos ordinateurs? Est-ce que vous savez combien d'imprimantes fonctionnent réellement? De l'autre, un État accusé de ne pas lui donner les moyens d'agir. Je suis l'État! Je suis partout! Derrière les discours, une question brûlante. Qui porte la responsabilité d'un système à bout de souffle? J'accuse la justice de ne pas avoir respecté les délais raisonnables dans son action de juger. Inspiré du J'accuse d'Émile Zola, la liste se fait longue. Les accusations sont réelles, le procureur général est formel, la justice et l'État sont responsables. Il est temps de se remettre en question. J'accuse l'État belge de ne pas mettre les moyens humains et financiers suffisants à la disposition de la justice. Budget insuffisant, tribunaux engorgés, prisons surpeuplées. À qui la faute? J'ai l'honneur en effet de défendre la justice. Nous plaidons non coupables. En ce qui concerne l'État belge, nous allons également plaider un acquittement. L'heure est à la plaidoirie, les accusés doivent répondre de leurs actes. Justice, reconnaissez-vous les chefs d'accusation qui sont portés à votre encontre? Votre question paraît simple, mais en réalité, elle ne l'est pas. Parce que, qu'est-ce que vous me demandez aujourd'hui? Vous me demandez de reconnaître que le système judiciaire ne fonctionne pas? Oui. Vous me demandez de reconnaître que les juges sont à ce point débordés et à bout de souffle qu'ils n'arrivent pas à rendre des décisions dans des délais raisonnables? Oui. Vous me demandez de reconnaître que des dysfonctionnements peuvent entraîner des erreurs qui parfois ont des conséquences humaines horribles? Oui, bien sûr que je le reconnais. La justice rejette la faute sur l'État belge. Mais en revanche, si vous me demandez de reconnaître que je suis responsable de cela, alors là, je réponds non. Il n'y a ici qu'un seul coupable, et c'est l'État. L'État belge se défend presque sur un ton humoristique. Je suis confus de devoir le rappeler que nous connaissons en Europe une crise économique sévère depuis de très nombreuses années, dont la Belgique n'est pas seule responsable. Vous n'ignorez pas, un, que les finances de l'État ne sont pas illimitées, deux, que la dette publique est abyssale. Et donc, l'État est obligé de mener une politique d'austérité. Une politique d'austérité qui passe par une réduction drastique des budgets. Ça va de soi. On est obligé. There is no alternative, comme disait si bien Margaret Thatcher. Et il n'y a pas d'autre alternative. Chacun fuit ses responsabilités. Il y a trop de prisonniers dans nos prisons. Tout à fait d'accord. Tout petit rappel. Qui met les gens en prison? Pas l'État. Pas le gouvernement, ce sont les juges. Le vrai problème, nous le connaissons tous. Nous n'avons pas les moyens et nous subissons, nous payons la politique d'austérité qui est mise en place par l'État depuis des années et des années. Et malgré ça, on nous demande toujours de faire plus avec moins. Dans la balance de ce procès, les témoignages s'enchaînent. Des paroles sincères, souvent touchantes. Tous racontent une justice en souffrance. Je suis procureur du roi de Bruxelles et je souhaite faire un témoignage aujourd'hui à décharge de la justice. Alors, ce matin, j'ai reçu un message. Alors, c'est vrai que c'est un procès fictif, mais ce que je vais dire aujourd'hui est tout à fait réel. J'ai reçu un message de la secrétaire en chef du parquet qui m'a informé du décès d'une de mes employées administrative, à 47 ans, arrêt cardiaque. Mesdames, messieurs les membres du jury, il manque 43 personnes. La pression qui est sur les épaules, qui pèse sur les épaules de ces employés est gigantesque, avec
les actualités que nous connaissons, les dossiers rentrent, affluent par centaines, par milliers, par centaines de milliers. Une justice à bout de souffle, mais aussi des détenus, des familles, des citoyens pris dans un engrenage. Isabelle Poulart, séparée, 2 enfants. Alors moi, le jour où je me suis retrouvée devant le tribunal, je ne savais pas que j'allais basculer dans la précarité. L'expertise pour un enfant à frais partagés, nous en étions à 950 € chacun. 950 €, c'est-à-dire un tiers de mon salaire. Sans parler du fait que j'avais dû quitter le domicile conjugal que nous avions mis en vente et que je devais faire face à un loyer. Alors oui, moi, je suis devenue pauvre. La justice, elle n'est pas accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, vous êtes ici et bon nombre d'entre vous, vous êtes dans la même situation que moi. Alors peut-être qu'il faut faire comme certains témoignages dans un Cosmopolitan que j'ai parcouru chez le coiffeur, c'est-à-dire quand on appartient à la classe moyenne, eh bien décider de rester ensemble, pas par amour, mais simplement parce qu'on n'a pas la capacité économique de se séparer et de faire appel à la justice. Un taux de suicide 8 fois plus élevé en prison, 15 jours pour obtenir un plâtre sur une jambe cassée, 2 mois pour voir le dentiste, 16 fois plus de tuberculose, 5 fois plus de séropositifs, autant de fois moins de soins qui sont disponibles. 2 derniers cas dont je voudrais vous parler, le cas d'un détenu que j'ai vu il y a quelques mois qui est arrivé et qui s'est effondré en parloir en pleurant, à qui j'ai demandé ce qui se passait puisque sa situation carcérale n'était pas si catastrophique. Il m'a dit avoir entendu hurler des heures et des heures comme il n'avait jamais entendu hurler parce que le détenu dans la cellule d'à côté, excusez-moi, ça me touche encore un peu, le détenu dans la cellule d'à côté avait mis le feu à sa cellule pour essayer d'appeler les agents, puisque les boutons d'appel ne fonctionnent pas toujours et que les agents n'ont pas toujours le temps de répondre. La seule façon, c'est de déclencher un incendie pour faire sonner la sonnette, sauf que les agents en forme de présence ce jour-là n'avaient pas été formés à l'utilisation du matériel adéquat lorsqu'il y avait un incendie. C'est un détenu qu'on a sorti de sa cellule, il était carbonisé, il était noir. L'aspect fictif est brisé, les cris d'alarme, ces témoignages lourds de sens impactent le public. Un public qui joue le rôle du jury. Il y a eu récemment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on tire un petit peu à Bruxelles. Voilà. Donc, on est à 250, on a franchi le cap des 250 fusillades. Et depuis mon arrivée au parquet, je m'intéresse au profil des tireurs. Et je constate que dans bon nombre de cas, nous avons des très jeunes délinquants, dont certains ont été mineurs en danger à partir de l'âge de 4 ans, 5 ans. Qui ensuite ont été mineurs délinquants. Et nous avons à Bruxelles plus de 400 mineurs en danger non pris en charge faute de place et faute de moyens. Donc on parle de mineurs qui subissent des violences ou qui sont en danger dans leur milieu familial. Et donc je suis contraint de faire ce témoignage à décharge de la justice, à décharge des magistrats de la jeunesse, qui en fait deviennent chaque matin des centrales téléphoniques qui appellent pour avoir une place et courent dans tous les sens pour réserver une place. Alors peut-être pas pour les mineurs en danger, mais pour les mineurs délinquants, c'est pareil. Plus de 80 refus de prise en charge pour les mineurs délinquants, que ce soit des accompagnements éducatifs ou des placements. Et donc l'État belge est coupable de ne pas fournir à nos enfants la protection suffisante que les magistrats ordonnent pour eux, pour les protéger, des centaines d'enfants en danger. Et je terminerai par ceux qui nous protègent physiquement, par les policiers. Je suis arrivé sur la fusillade à Clémenceau, fusillade mortelle, avec ce jeune de 19 ans abattu d'une balle dans le dos, jeune majeur. Et je l'ai exprimé au Parlement bruxellois. La police sur place m'a dit « Mais monsieur le procureur, on ne pourra pas traiter le dossier, nous ne sommes pas assez, on est totalement dépassé ». D'où mon cri d'alarme, puisque l'État belge, depuis des années, sous-finance la police. Nous arrivons dans la dernière partie d'un procès, à savoir l'exposé des arguments des parties. Madame, Monsieur les juges assesseurs, Mesdames, Messieurs les membres du jury, l'acte d'accusation est lourd, très lourd. Les accusés ont chacun un casier judiciaire bien rempli de jugements et de condamnations. Ces justiciables-là, Madame la Présidente, ne sont pas épris de justice. Ils sont repris de justice. Le procès touche à sa fin. Les avocats des accusés n'ont plus qu'un argument à donner pour faire basculer la balance. Nous sommes
fatigué par ces accusations qui se répètent d'année en année comme des slogans et qui ne traduisent dans le chef de ceux qui les profèrent au mieux qu'une incompréhension de ce qu'est la justice, au pire qu'un désir malsain de porter atteinte à l'état de droit en calomniant son premier pilier. Je n'ai absolument pas honte de regarder mon client et de lui dire « Je ne vous aime pas ». État belge. Je ne vous aime pas. Et cela ne m'empêche en rien de vous défendre. Parce que là réside toute la beauté de notre métier d'avocat. Après des heures de débat, il est temps pour le jury de voter. La justice belge est en crise et tout le monde le sait. Mais qui sera jugé coupable? Quelques minutes s'écoulent. Le verdict tombe. La justice, elle est innocente à 77,8%. Pour l'État belge, ça va beaucoup moins bien. Coupable à 96,7%. Les résultats du jury soulignent une empathie pour la justice, mais une fermeté à l'égard de l'État. Pour les acteurs, le pari est gagné, ou presque, car le débat reste ouvert. Ce procès fictif fera-t-il un effet colibri où le gouvernement belge et la justice se poseront la question sur l'état de santé du système judiciaire?